Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Ok, c'est bon pour toi ? C'est bon. Super. Aurélien. Bonjour. Aurélien Garros, tu t'es présenté, je t'ai dit « Ah, c'est quoi ton nom de famille ?» Tu m'as dit Garros comme Roland Garros. Ça permet juste de savoir l'écrire. Hein. J'adore. Je m'appelle Guillaume Bonnet et moi je dis toujours comme un chapeau. Ça fait tilter les gens, mais direct ils savent comment l'écrire. Exactement. Aurélien, tu es proctologue spécialisé dans la santé sexuelle anale. On va inviter les auditeurs à découvrir tous les épisodes d'avant. On a parlé d'hémorroïdes, de sodomie et de fissures. Cet épisode-là, on va parler de HPV, du papillomavirus et des condylomes, qui est un des symptômes, si je ne dis pas de bêtises, du HPV. Est-ce qu'il y a un autre contexte que tu penses que je devrais partager avant qu'on se lance ? Non, c'est bien. Tu es praticien, tu pratiques à Lyon. À Lyon. Pour les gens qui aimeraient savoir ça. Et tu es gay. Oui. Alors, moi, sur le HPV, on m'a dit tout le monde l'a. Oui et non. C'est-à-dire, en tout cas, donc, le HPV, c'est même... Pardon, les HPV, parce qu'il y en a des dizaines de types différents. C'est des virus vraiment, c'est vrai, qui accompagnent la sexualité chez tout le monde, hein, les hommes, les femmes, les homos, les hétéros. On dit que 90% de la population mondiale va rencontrer au moins une fois HPV dans sa vie. Et après, c'est vrai que dans la sexualité entre hommes, c'est plus fréquent. Parce que c'est une plus petite population avec plus de mélange des virus, un peu entre guillemets. Donc, c'est bien facilement 75% à un instant T des gays qui ont une vie sexuelle qui sont porteurs de papillomavirus. Ok, donc c'est un virus ? Oui. Comme le VIH, par exemple, ou comme n'importe quel virus. Ouais. Ok. Et ça, par exemple, moi, je suis positif. J'ai eu des condylomes. Ouais. Ah oui, donc j'ai forcément le HPV. Condylome, après on peut ne pas le garder. Ah ouais. Ouais, déjà. Alors oui, attends, ce que je voulais dire aussi... Pardon, ouais. Non, mais très bien. Mais parce que c'est quand même hyper intéressant, et là je suis sûr que je vais t'apprendre un truc. C'est que on se contamine par la sexualité, mais il n'y a pas besoin, ça tu le sais sûrement, de rapports pénétrants, ce qui fait d'ailleurs que la capote protège mal. Hein. Les caresses, tout ce qu'on appelle à tort les préliminaires, ça suffit à se contaminer, et on se contamine dans toute la région, sous le slip, quoi, en gros, et aussi dans la bouche et dans la gorge. Voilà, quelles que soient les pratiques. Et l'anus est vraiment une sorte de niche, c'est une zone que le papillomavirus adore. C'est-à-dire qu'on a tous, hommes, femmes, homo, hétéros, plus de papillomavirus dans l'anus qu'ailleurs. Voilà, c'est intéressant de le savoir. Ouais. Et effectivement, aussi, bon, c'est pas tellement pour les personnes qui nous écoutent, mais des fois, un homme hétéro qui a des condylomes à l'anus, c'est plus rare, mais ça arrive, et il va tout de suite se sentir remis en question, et il n'y a pas lieu. Pourquoi il se remettrait en question ? Il va croire qu'on pense qu'il a une sexualité anale, qu'il est homo. On peut avoir des condylomes à un endroit où il n'y a pas de sexualité ? Oui, c'est ce que j'essaie de dire avec l'histoire de l'anus. Alors, j'avais mal compris, donc c'est par exemple... s'installe dans l'anus, pas chez tout le monde, mais il s'installe particulièrement dans l'anus, même si on n'a pas de sodomie. Le virus lui a été transmis par quelqu'un en s'embrassant ou en le suçant. Alors, oui, il faut quand même baisser le slip pour qu'il y en ait en bas. Ok. Et après, ça a migré. Mais juste ou en caressant, en faisant un petit frotti-frotta, ça peut suffire, quoi. Mais donc, on lui a touché l'anus à ce monsieur ? L'anus, le sexe, c'est à côté. Enfin, c'est à deux pas, quoi. Non, il n'y a pas besoin forcément d'être allé... Non, il n'y a pas forcément besoin d'être allé derrière vraiment jouer, quoi. Ok. Mais le virus n'a pas pris ses petites papates et pas lui-même allé à l'anus. Il y a eu un contact, même fugace,
entre la personne porteuse et l'anus sur lequel des condylomes... Il y a eu un contact sur la sphère génitale, quoi. Ça suffit. Mais juste, s'il est sucé et on lui touche pas du tout l'anus, il peut développer des condylomes. Ouais. C'était ma question. Merci. Oui. Ok. Et est-ce que c'est grave ? Non. Enfin, donc attends, parce que je voulais dire un autre truc d'avant, là, on s'est coupé. Et après, je vais dire si c'est grave. Bien pardon. Effectivement, donc après, le papillomavirus, le plus souvent, on l'élimine. En moyenne, en 2 ans. Ah ouais. Ça peut être plus rapide, ça peut être plus long. Mais après, on peut le garder toute sa vie aussi. Et ça, le plus souvent, on n'a pas cette information. Ce qui fait aussi qu'on peut développer le papillomavirus peut d'un coup développer des lésions bien plus tard, alors qu'on n'a même plus de sexualité depuis 15 ans. C'est possible aussi. C'est pas le plus fréquent, mais c'est possible. Développer des lésions, c'est... Comme des condylomes. Qui sont des petits boutons. Un cancer, on va en parler après. On va essayer de bien faire le distinguo. Mais donc, du coup, quand je suis porteur du virus, si je ne l'ai pas auto-éjecté, il peut réapparaître, il peut être soit dormant ou s'activer et fabriquer des choses. Et fabriquer des effectivement, dans la grande majorité des cas, on porte le ou les virus et sans que rien ne se passe, quoi. Aucun symptôme, c'est ni vu ni connu. C'est bien pour ça que tout le monde se contamine tout le temps. Enfin, ça, on peut pas lutter contre. C'est comme ça existe. Et on est aussi souvent plus... on a plus de conséquences du papillomavirus, c'est-à-dire les condylomes, etc. Souvent quand on est jeune, parce que c'est là où on est exposé les premières fois au papillomavirus. C'est plus souvent là où on a plus de rapports, même si c'est pas obligé, mais les deux phénomènes fait que c'est plus fréquent avant 30... Enfin, je sais pas quelle est la fin de l'âge jeune, mais bon, quand on est jeune, je vais pas donner d'âge. Tu veux dire quel âge t'as ? J'ai 37 ans. T'es jeune. Parce que j'ai 37 ans. Est-ce qu'on a dit toutes les infos contextuelles sur le HPV ? Ouais, sur comment on se contamine, oui, je pense. On est bon. Donc maintenant, est-ce que c'est grave ? Enfin, oui. Docteur. Est-ce que c'est grave, docteur ? Donc, en fait, la plupart du temps, c'est pas grave. Hein, c'est d'ailleurs tellement fréquent que si c'était grave, ce serait un problème majeur, quoi. Donc, le plus souvent, ça fait rien. Régulièrement, ce qu'on peut voir, c'est des condylomes. Donc, c'est des sortes de verrues qui peuvent être donc aussi sur les organes génitaux, mais qui peuvent être autour ou dans l'anus. C'est un peu ça dont on parle. Et après, il y a aussi certaines souches de papillomavirus, surtout le papillomavirus 16, qui sont responsables du cancer de l'anus. Mais généralement, ce n'est pas les mêmes souches qui donnent les condylomes et celles qui donnent le cancer. D'accord. Donc en gros, c'est un peu différent, quoi. Et donc le cancer, ça évidemment, c'est grave. C'est un cancer hyper rare de base. Et il y a on sait maintenant dire qui c'est qui a un vrai surrisque, c'est-à-dire... le fait d'avoir plus de papillomavirus, c'est peut-être un très léger surrisque de cancer, mais qui fait que c'est encore très rare et qu'il n'y a rien à faire de spécial. Et puis, c'est plus à risque. Parmi les HSH, parmi les hommes gays, c'est principalement et quasiment exclusivement les hommes qui sont infectés par le VIH qui ont vraiment un risque. Parce que eux, ça entraîne une espèce d'infection prolongée du papillomavirus et ça fait qu'avec le temps, mais plutôt plus tard dans la vie, ils ont plus de risques de développer un cancer de l'anus. Donc je fais comment si je suis séropositif ? Donc si tu es séropositif et HSH, on recommande maintenant, c'est bien écrit depuis 1 an, une surveillance à partir de 30 ans. On n'est pas 30 ans pile, c'est pas grave, parce qu'en vrai, c'est un peu jeune, avec un frottis, comme font les femmes chez le gynéco depuis un paquet de temps, parce que ça donne aussi le cancer du col de l'utérus qui est plus fréquent. Et donc, on fait ce frottis. Sur ce frottis, on regarde s'il y a le papillomavirus 16. Et s'il n'y est pas, ce qui est recommandé, c'est pas ce qu'on faisait... Jusqu'à présent, on faisait pas ça. Donc, je le dis parce que potentiellement que pas mal d'auditeurs, peut-être, ils ont des suivis qui sont plus fréquents. Donc, il faut qu'on s'habitue à faire des suivis un peu différemment avec les nouvelles recommandations. Voilà. Mais donc, normalement, s'il n'y a pas d'HPV 16, on fait tous les 5 ans, à partir de 30 ans. Et s'il y a l'HPV 16, on va un petit peu plus loin. Et donc là, ça peut être plus fréquent ou on peut aller jusqu'à un examen un peu plus poussé. Donc, on sait, si je suis séropositif, je vais voir le proctologue. C'est le proctologue qui saura me dire tout ça. Hein ? Oui. Ok. Exactement. Et il y a en gros 10% des audiences de ce podcast qui sont des auditrices. Ouais. Je crois quand même qu'il faut qu'on note, sans creuser, peut-être on peut pas creuser, mais que le HPV pour les femmes a beaucoup plus de risques. Oui, alors c'est-à-dire que
il y a le cancer du col de l'utérus qui est plus fréquent, donc là c'est recommandé chez toutes les femmes. Ou les porteurs de vagin, de vulve. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait... Toutes les personnes qui portent un col de l'utérus, en fait. Parce que j'ai des hommes trans qui écoutent et qui peuvent être concernés, ouais. Donc toutes les personnes porteuses d'un col de l'utérus sont à risque du cancer du col de l'utérus. Et donc là, c'est recommandé... des jeunes, je sais plus, 20 ans, je crois, de faire des frottis. Ouais. Et après, sinon, et au niveau de l'anus, ça reste la première population qui fait des cancers de l'anus, ça reste plutôt les femmes, les femmes porteuses les personnes à vulve, on dit. Les personnes à vulve, plutôt d'âge mûr. Ça marche. Et après, donc les recommandations avec le frottis, tout ça, c'est chez les HSH infectés par le VIH, et sinon chez des femmes qui ont eu des cancers ou des lésions de la vulve, justement, parce qu'elles peuvent avoir sur le col, elles peuvent avoir sur le col, mais c'est surtout quand c'est sur la vulve que ça augmente le risque pour l'anus, parce que c'est vraiment proche. Et enfin, celles qui sont transplantées ou qui ont une immunodépression depuis un moment. Olivier nous dit: comment se débarrasser des condylomes? Mon chéri en a depuis 3 ans malgré un suivi. Il est suivi 3 ans à l'Institut proctologique de Paris, opéré 2 fois, bientôt 3. Le virus est encore en lui et on ne peut rien y faire. Est-ce qu'avec le temps, on peut espérer que le virus parte et l'arrêt du développement des condylomes sur l'anus? Oui, on peut espérer ça. Effectivement, sur le virus, on n'a presque pas de moyens d'action. On peut juste dire que a priori ça agit plus chez les fumeurs que chez les non-fumeurs, mais bon, ça va pas être redoutablement efficace, mais c'est l'occasion d'un petit arrêt de la clope. Et il y a une crème qui peut faire fondre les virus et qui peut avoir les condylomes qui s'appelle Imiquimod ou Aldara, qu'on utilise parfois, qui peut aussi avoir une petite action sur le virus. Mais bon, globalement, il faut quand même retenir qu'on ne peut pas faire grand-chose sur le virus, on peut que traiter des condylomes. Qui sont les symptômes. Voilà, ça n'empêche pas qu'ils reviennent du coup, parce que si le virus a décidé d'en fabriquer des nouveaux, il en refabriquera des nouveaux. Et après, il faut persévérer jusqu'à ce que ça parte, en sachant que les condylomes, donc c'est pas grave, mais on les traite déjà souvent parce que c'est disgracieux. On les traite aussi parce que si jamais il va y en avoir plus, il vaut mieux les traiter un peu au fur et à mesure que d'attendre qu'il y en ait beaucoup, et après ça va faire des soins plus douloureux. Et puis, ça transmet encore... On est plus contagieux du papillomavirus quand on en a que quand on n'en a pas. Et si j'ai un rapport sexuel non protégé, je prends la PrEP mais je mets pas de capote, et que je pénètre quelqu'un, ou que quelqu'un me pénètre et qu'il a des condylomes sur le pénis ou dans l'anus, est-ce que en termes de transmission des IST, des infections sexuellement transmissibles... Non, ça va juste changer sur le ça HPV. Va sûrement augmenter la transmission du HPV, mais qui de toute façon aussi est quand même très fréquente. Donc, de toute façon, c'est bien dur de s'en prémunir. Après, c'est bien, peut-être, si on sait qu'il y a des HPV, des condylomes, pardon, parce que HPV, c'est peut-être logique d'essayer de mettre de préservatifs, d'éviter les anulingus, si on a des condylomes dans l'anus, un peu comme ça, par bon sens, mais... Yves, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour Guillaume. Smiley qui sourit, smiley de la main qui se secoue. En fait, je n'avais pas divulgué ton identité. C'est pour ça que personne ne te salue. Hein. Oui. Mais les gens sont très contents que tu sois là. Mais ils s'adressaient à moi parce que j'ai fait une vidéo sur l'Instagram. Bonjour Guillaume, voici ma question. J'ai eu des condylomes il y a 5 ou 6 ans qui ont été enlevés par opération chirurgicale. Est-ce définitif ou est-ce que ça peut revenir? Si oui, quelles précautions dois-je prendre? Je crois savoir que c'est une conséquence du papillomavirus. Merci. Donc... Attends. Ah, pardon. Une dernière phrase. Essentielle. Ouais, Yves. Essentielle. Merci pour tes podcasts que je dévore dès que j'en ai l'occasion. Il se fait mousser. Donc, le plus souvent, les récidives, c'est précoce. Donc, là, à 5 ans, c'était les premiers mois, quoi. On a quand même bon espoir qu'il soit tranquille, c'est-à-dire probablement qu'il a éliminé ce papillomavirus-là. Après... C'est jamais sûr à 100%, comme on l'a dit. Donc, c'est quand même possible que ça revienne. Et puis après, il peut aussi se rencontrer de nouveaux papillomavirus en rencontrant de nouveaux partenaires. Je suis immunisé, parce qu'en fait, moi, c'est mon cas. Hein. Je suis Yves. Je ne suis pas Yves. Je m'auto-envoie pas des compliments sur mon podcast. J'ai eu des condylomes. J'ai eu une chirurgie. Ouais. Cette souche du HPV, j'en suis immunisé.
C'est si je rencontre d'autres formes de HPV que je peux redévelopper des condylomes. Il y a donc... C'est le plus probable. Ou il a pu rester endormi et se réactiver. C'est peut-être possible aussi, mais c'est pas le plus probable. Tu disais juste avant qu'en en moyenne, en 2 ans, on peut espérer éjecter le HPV. Ma question, c'est que parmi toutes les souches du HPV, est-ce qu'il y en a plusieurs qui forment des condylomes ? Oui, il y en a plusieurs. Ah putain. Oui. Franchement, ils font chier, les virus. Bon. On passe à comment s'en protéger ? Oui. Olivier, où en sont les recherches sur le traitement quand on n'a pas pu être vacciné et quid de la vaccination ? On en est où des traitements face au HPV ? Les traitements face au HPV, alors peut-être qu'il y a de la recherche fondamentale en cours, j'avoue, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de... J'ai pas entendu parler d'essais, de traitements en ce moment contre le HPV, en dehors de la vaccination. Donc, effectivement, mais parce que par contre, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie en ce moment sur le sujet vaccination, parce que c'est sûr que ce qui marche le mieux, c'est d'être vacciné, parce que pour le coup, dans le vaccin, il y a 9 types de HPV qui sont dedans, dont on veut se protéger grâce au vaccin, et dont ceux qui donnent le cancer, avant tout, et aussi ceux qui donnent les condylomes. Et donc, mais c'est vrai que ce qui est le plus efficace, de loin, c'est d'être vacciné quand on est jeune ado, c'est-à-dire plutôt entre 12 et 14 ans. D'où la campagne de Macron, récemment lancée. Le 5e, là. Mais on est très, très loin du compte. Parce que donc, la vaccination est élargie aux garçons depuis pas très longtemps, depuis 2020, je crois. Avant, c'était que les filles. On parle de la France, là, on est d'accord. En France, oui. Oui, voilà. Les pionniers, c'est les Australiens. Et donc, déjà, chez les filles, c'est pas, la couverture vaccinale n'est pas très bonne, mais alors chez les garçons, c'est encore pire. C'est pire. Et donc, moi, Guillaume, 37 ans, je peux pas me faire vacciner ? Alors, en tout cas, tu n'as pas accès au vaccin remboursé. Ça, c'est la première chose. Parce que il y a une extension pour les hommes gays jusqu'à 26 ans. Ah, information importante. Ouais. On a accès au remboursement pour le vaccin du papillomavirus pour les hommes gays, et je crois que ça va être étendu à tout le monde parce que c'est pas très cohérent sinon, jusqu'à 26 ans, un peu en rattrapage. Après, il y a des fois, il y a des centres de dépistage des fois qui en ont et qui vaccinent des gens plus âgés. Chacun c'est sa gestion. Parce que le choix du ministère de la Santé, c'est économique, c'est que ça coûte trop cher de vacciner tout le monde. Ou bien il y a un impact négatif sur ma santé au-delà de 26 ans de me faire vacciner ? Non, je dirais ni l'un ni l'autre. Je crois pas que ce soit pour des raisons économiques. Il n'y a pas d'impact négatif, mais c'est qu'il n'y a a priori pas d'impact positif. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs études qui montrent que ça sert à rien de se faire vacciner au-delà de 26 ans. Alors, probablement que s'ils avaient fait des tests à 25 ou à 27, il faut toujours définir un seuil, mais à la fois parce que c'est vrai que une fois qu'on a déjà été beaucoup exposé sexuellement au virus, ça sert moins, ou ça sert presque plus, mais aussi parce qu'on pourrait se dire quelqu'un qui a viré sa cutie à 30 ans, qui n'a jamais été exposé avant, qui a viré sa cutie ? Sa cutie, donc c'est-à-dire qui est devenu... C'est une expression lyonnaise ? Peut-être. C'est quoi, virer sa cutie ? Sa cutie. C'est une expression que je connaissais pour dire un peu... faire son coming out tardif. Ah ouais, c'est génial. C-U-T-I ? Ouais. C'est quoi une cutie ? Une cutie, c'est une référence d'ailleurs à... C'est les réactions cutanées ça veut dire que tu es positif. Par exemple, on faisait ça pour la tuberculose, là. On faisait un test avant, maintenant on fait plus trop comme ça, mais ça devient positif et on dit qu'on vire sa cutie. Bref. Donc, qu'est-ce que je disais du coup ? Tu m'as déstabilisé. On était dans qui peut se faire vacciner ? À quoi ça sert de se faire vacciner au-delà de 26 ans ? Il y a aussi une histoire de maturité du système immunitaire qui fait que, quelle que soit l'exposition qu'on a eue au papillomavirus avant, ça marche moins bien. Voilà. Toi, tu es vacciné en tant qu'homme gay ? Moi, je me suis vacciné au-delà de 26 ans en le payant, mais de façon tout à fait... en dehors de recommandations, mais je peux pas vraiment dire que c'est bien de le recommander. Parce que je pense pas qu'on se soigne bien soi-même. Ok. Donc je trouve pas la question intéressante. Ok, ouais, non. Mais du coup, tu vois, si j'étais ton meilleur ami
On est tous les deux gays, tu me dirais, et que j'ai un centre de dépistage qui me dit « Ah oui, j'ai un vaccin supplémentaire, je vous le fais ». Parce que si je le paye, c'est très cher. C'est 3 injections qui coûtent 120 €. Chacune. Ouais. C'est difficile de dire... Enfin, oui, il n'y a pas tellement de risques non plus, donc peut-être si ça protège un tout petit peu. Moi, des fois, je me dis ça, mais en vrai, il n'y a pas non plus, il y a pas tellement de données scientifiques pour le penser. Après, par contre, il y a aussi des études en cours parce que il y a des petites données, mais c'est un peu discordant, donc on peut pas répondre. Mais il y a des questionnements sur le fait de se vacciner après avoir eu un épisode de condylome pour pas en récidiver. Ok. Mais ça, les études sont en cours, on n'a pas encore les résultats. Oui. C'est tout bon, et on va finir, mais j'ai juste oublié une question. Donc on vient de parler de soigner le HPV ou s'en protéger avec le vaccin. Ouais. On n'a pas encore parlé des condylomes. Hop, ça pointe. Oui. Donc d'abord, je le découvre parce que peut-être je me doite, ou peut-être ça saigne, je mets mon doigt, et là je sens, et c'était mon propos du chou-fleur, je sens une espèce de petit bouton. C'est quand même compliqué de dire que c'est un chou-fleur, mais c'est ça, c'est au doigt. C'est comme ça que je vais chez le proctologue d'abord. Oui, ou ça peut être le compagnon, enfin le partenaire qui le voit ou qui le sent, parce que ça peut être à l'extérieur de l'anus. Hein. Oui. Donc ça peut se voir, on peut le voir soi-même ou le partenaire peut le voir. Et après, dans l'anus, c'est plus effectivement, ça se sent. Mais alors, il y a plein de petits reliefs qui peuvent être normaux dans l'anus. Hein, donc, des fois, il y a des fois des patients, ils en ont eu beaucoup des condylomes, ils sont hyper attentifs, ils ressentent un truc et puis en fait, ça n'en est pas. Okay. Ils paniquent pas, mais ils reconsultent, mais c'est légitime, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Hein. Pour consulter le proctologue, en France, il faut que je passe par un médecin généraliste ou je peux te contacter direct? Pour avoir le meilleur remboursement, normalement, il faut passer par le généraliste. Entendu. Sinon, il y a un reste à charge. Ok. Oui. Donc voilà, les condylomes apparaissent. Il faut que j'aille vite chez le proctologue. Là, genre, je vois sur l'app, parce que j'ai pas le droit de dire Doctolib apparemment. Tu veux que je dise un autre nom? Ben non, mais je connais pas les autres plateformes. Il n'y a pas que Doctolib. Bah, des fois, c'est juste appeler le secrétariat. Ok, donc j'appelle le secrétariat. Un monopole, quoi. C'est bien de... Ben, tu as raison. Non, mais vas-y, hein, vas-y. Donc j'appelle la personne, ma proctologue, qui me dit oui, bien sûr, rendez-vous dans 6 mois. Est-ce que les condylomes, c'est urgent? Il faut que vite j'aille chez le procto? C'est pas urgent, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que il peut y en avoir des nouveaux qui apparaissent, mais c'est-à-dire que si on en a 2 si on attend. Si on a 2 mois après, il y en a 4. Si on avait traité les 2 autres seraient quand même apparus 2 mois après. Quand même. Oui. Ah bon, ouais. Mais c'est vrai mais après, il y a l'idée que quand il y en a beaucoup, ça fait des soins qui sont plus douloureux, des plaies, ça peut faire qu'on arrive à le traiter en consultation ou qu'il faut aller au bloc. Donc c'est comme logique de pas non plus laisser traîner éperdument. Bah, non, mais vite, je peux pas vraiment dire vite parce que en pratique, c'est pas. Mais non, mais ça peut être quelques semaines tranquilles, 1 mois ou 2. Puis et puis des fois, ça bouge pas du tout. Des fois aussi, on en a un qui apparaît et puis il n'y en a jamais plus. Des fois, ça régresse tout seul. D'accord. Ça existe. Tout dépend de la quantité, tout ça. Mais je prends rendez-vous. C'est pas une urgence, mais c'est bien d'y aller, ouais. Je prends rendez-vous. Et alors, c'est quoi les outils qu'on a pour arrêter les condylomes, enfin les soigner? Donc le plus souvent on peut faire une destruction physique avec soit par le chaud, avec ce qu'on appelle un bistouri électrique, ça brûle, ou avec un laser, ou avec un autre truc qui s'appelle infrarouge, c'est un peu la même chose, quoi. En gros, on le brûle. Comme une verrue. Exactement. Soit par le froid, donc c'est même plus souvent par le froid les verrues, c'est-à-dire avec l'azote, l'effet est le même. Après, on peut... Attends, mais ça, l'impact sur ma sexualité... Alors... après, j'ai comme une blessure, une cicatrice. Il faut que ça cicatrise. Ça met des mois, non, à cicatriser? Non. Ça, alors, enfin... ça met pas... C'est-à-dire que effectivement, il va y avoir une petite plaie au niveau de chaque condylome. Une petite plaie en soi, juste un petit condylome que tu traites, ça cicatrise en 1 semaine, hein, c'est très rapide. Après, donc tout va dépendre de la quantité. Parce qu'il y a des gens qui ont des condylomatoses confluentes. Des forêts de condylomes. Oui, voilà, c'est-à-dire ils peuvent en avoir à l'intérieur de l'anus et c'est continu, quoi, sur la moitié, voire toute la circonférence. Donc là,
Là, effectivement, la suite, ça se fait au bloc opératoire. Ouais. On détruit puis on coupe aussi, et puis, enfin en surface, hein, mais ça laisse des plaies très larges qui vont être douloureuses pendant longtemps et qui vont aussi faire un phénomène un peu d'étroitesse après. S'il y en a vraiment beaucoup. Ok, mais c'est intéressant parce que tu m'apprends pourquoi moi j'ai été opéré alors. Parce que donc, je devais en avoir trop, ou ils étaient trop loin, parce qu'ils étaient à l'intérieur. Oui, et alors après, il y a aussi des habitudes. Il y a des habitudes de pratique. Il y a des. Moi, par exemple, déjà, moi, parce que je fais pas la chirurgie des hémorroïdes, tout ça, moi, par exemple, je la pratique pas, mais les proctologues de Paris, souvent, généralement, c'est eux qui font ça. Donc, je fais pas trop au bloc opératoire. Donc, j'ai tendance, moi, plus volontiers à proposer en consultation. Et donc, en fait, il y a des habitudes, quoi. Il y a des gens, ils aiment pas trop faire en consultation, ou ils ont pas le matériel, ils proposent facilement de faire au bloc. Et c'est pas, enfin, il y a pas d'erreur. Moi, je propose. Après, je peux envoyer à quelqu'un qui fait au bloc, mais donc souvent, on discute avec les patients. Il y en a, ils préfèrent passer un mauvais moment. Ça va être comme des soins de carie, un peu, quoi. On fait des piqûres d'anesthésie, on brûle. C'est un peu pénible, mais ça peut être supportable. Mais plus il y en a, plus c'est difficile. Mais il y en a, ils vont avoir une tolérance plus importante plutôt que d'aller au bloc. Et il y en a, à l'inverse, de condylomes, ils veulent aller au bloc, ils supportent pas l'idée qu'on leur fasse une piqûre. Donc, on faut s'adapter à ça, quoi. Il y a une rumeur douce et gazeuse qui a émergé, tu te demandes ce que je veux dire là, c'est clair. Qui a émergé au fur et à mesure des messages que j'ai reçus et que j'ai moi-même vécu, et qui est le préjugé que le chirurgien proctologue conseille facilement d'aller se faire des chirurgies coûteuses si t'as pas de mutuelle, mais plus rentables pour lui ou elle, la proctologue. Et je pense que c'est des préjugés et qu'en fait chaque professionnel est différent. Mais j'ai plusieurs auditeurs qui en ont parlé, qui se sont sentis pas très bien conseillés. Et moi, en tout cas, dans mon expérience, on m'a jamais laissé le choix. On m'a jamais dit qu'il y avait plusieurs façons. Et en effet, je me suis retrouvé en chirurgie sans trop comprendre pourquoi. Ce que tu soulignes, c'est que l'acte chirurgical est pas forcément une obligation. Et pareil, moi j'ai eu une thrombose hémorroïde, donc retour à l'épisode 1, hémorroïde vénère, où en fait j'ai consulté plusieurs personnes, dont une qui m'a dit s'il faut opérer, et une autre qui m'a dit non. J'ai choisi le conseil du non, et en fait le truc il s'est résorbé tout seul et j'ai eu aucun problème. Alors que la première proctologue était véhémente en mode c'est une obligation de vous faire opérer. Donc en tout cas, juste pour informer que l'acte chirurgical n'est pas toujours obligatoire, notamment autour des condylomes. Il peut l'être, mais pas toujours. En fait, c'est-à-dire que c'est le même traitement qu'on fait en anesthésie locale ou en anesthésie générale. Mais ça va être, en gros, alors quand il y en a beaucoup, on fait un peu différemment, mais donc c'est pas tellement l'acte chirurgical, c'est aussi de la chirurgie en anesthésie locale. Oui, t'as raison. Mais c'est la façon de l'organisation autour et le coût. Le type d'anesthésie. Ah bah le coût, oui, mais ça c'est même pas une histoire de. Moi j'ai pas de public, dépassement d'honoraires. Ouais, c'est ça. Mais pour moi qui n'ai pas de mutuelle et qui suis entrepreneur du podcast, c'est une grosse différence quand on me propose différentes options. En consultation, c'est moins valorisé, hein, ça c'est sûr. Ouais. Après, mais en même temps, c'est pas. Enfin, je pourrais pas dire que ça me choque qu'il y a sûrement des proctologues qui proposent que au bloc opératoire aussi parce qu'ils sont pas organisés comme ça. Il y a des histoires de bistouri électrique, ça peut avoir. On aime bien. Enfin, moi, ça devient un peu technique. C'est l'environnement, quoi. Ouais, voilà. Et qu'il a le droit de choisir ou elle a le droit de choisir. Oui. Après, par contre, ton commentaire, ce qui me fait dire, c'est que par contre, ce qui se doit de faire dans tous les cas, c'est de bien expliquer, de bien prendre Enfin, tu vois, si tu te dis, je me suis retrouvé au bloc sans trop comprendre pourquoi, peut-être il y a eu un défaut un peu d'information et de discussion. Ou un défaut d'écoute. Que moi j'ai pas. Aussi, tu vois. Comment on se débarrasse de condylomes hors chirurgie? Est-ce que c'est possible? J'entendais tout à l'heure, tu parlais d'une crème. Voilà, après l'alternative, c'est une crème qui s'appelle Imiquimod ou Aldara, ça c'est le nom commercial. Et il y a un autre, mais bon, retenons ça, c'est ça qu'on fait en pratique, qui peut être irritante, mais pas toujours, et qu'il faut mettre 1 jour sur 2, 3 fois par semaine, pendant au moins 2 mois, 2 à 3 mois. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Ça peut être un peu long, surtout si ça irrite, mais il y a des gens qui le supportent bien, d'autres moins bien. Toi, comment tu fais pour choisir
Et ben moi, donc je souhaite entre la chirurgie des gens, et la des crème. fois des personnes à qui j'ai brûlé à chaque fois, ils en ont un peu marre d'avoir une piqûre d'anesthésie, ils peuvent avoir envie de choisir l'inverse. Ou à l'inverse, des gens qui ont eu l'imicumod et ça les a saoulés, ils préfèrent s'en débarrasser. J'ai pas compris le mot. Qui ont eu l'imicumod, la pommade. Pardon. Les gens qui ont eu la pommade et puis ça les a saoulés, ça n'a pas marché. Parce que la pommade, ça marche un peu moins bien, parce que la destruction, sur le coup, ça marche 100% des cas. La pommade, c'est peut-être plutôt... ça marche dans 2/3, 3/4 des cas. Mais par contre, quand ça marche, intéressant quand même, ça récidive un petit peu moins. Parce qu'il y a peut-être un tout petit effet sur le virus, ce que je te disais au début. Ah. Moi, en pratique, ce que je fais, c'est que... Donc normalement, la pommade, c'est plutôt quand c'est à l'extérieur, même si on peut la mettre un peu dedans. Et donc moi, par exemple, quand il y a plein de petites lésions à l'extérieur, je trouve que la pommade est vraiment adaptée, parce que sinon, je vais devoir faire plein de piqûres d'anesthésie, autant que de condylome, donc ça va être plus douloureux... et si par contre il y a un seul condylome un peu plus charnu, un peu plus épais, je vais avoir peur qu'il ne fonde pas complètement avec la pommade parce qu'il est plus épais. Et là, ça va être une bonne alternative plutôt pour la piqûre et la brûlure, quoi. Super, merci. Voilà. J'ai quelqu'un qui me suit sur Instagram qui m'a fait un message. Je crois qu'il y a 25 questions sur la HPV. Et donc, j'ai décidé que ça serait notre conclusion pour voir si on a tout couvert. Bonne idée. Salut. Pour le podcast avec le proctologue, un sujet qui couche quasiment tout le monde. Alors ça, c'est un lapsus délicieux. Oui, c'est vrai. J'adore. Un sujet qui couche quasiment tout le monde, les infections anales par le papillomavirus HPV. Comment reconnaître une infection anale ? Ça, on l'a dit. Oui. Comment la prendre en charge ? On l'a dit. Quid de la sexualité après une intervention chirurgicale ? Là, il y a le temps de cicatrisation, mais donc il peut être plus ou moins long. Puis si c'est des grosses chirurgies, ça peut être plus difficile pendant un moment. Moi, c'était assez rapide. Oui. T'as dit une semaine et moi, Ouais, c'est ça. C'est vrai, ça dépend vraiment alors, de la vitesse de cicatrisation de chacun, mais surtout de la quantité de condylomes. Mais est-ce que je peux ressentir un effet de resserrement ? Est-ce que ça peut modifier ? Oui, si c'est dedans et qu'il y en a beaucoup, ça arrive. Hein. Même des fois, si c'est confluent circonférentiel, c'est-à-dire à l'intérieur, il n'y a plus que ça, même généralement, le chirurgien va faire en 2 temps. Il va faire la moitié pour que ça cicatrise un peu, puis l'autre moitié pour pas que ça serre trop. Quoi. Et ça, c'est des gens qui vivent avec des condylomes. Ils n'ont jamais été chez un procto ou ils ont laissé puruler. Forcément, des fois, c'est vraiment un peu la loterie, ces condylomes. Il y a des gens qui ont vraiment une sorte de flambée et très vite, ils en ont énormément. Donc là, on est un peu désarmé. De toute façon, dans ces cas-là, t'as beau avoir plus vite ou moins vite le rendez-vous, ça change pas grand-chose. Hein. Ah, les pauvres. Ah oui. Galère. Perspective à long terme. Alors, je crois qu'il voulait dire... Donc, la question, c'est quid de la sexualité après une intervention chirurgicale ? Perspective à long terme, je sais pas ce qu'il a voulu dire. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la perspective à long terme la meilleure, ce serait que tous les jeunes soient vaccinés. Hein. C'est ça qui va... Tu vois, si c'est sur des solutions de traitement ou... Incidence du cancer... Je rigole pas, il a posé toutes ces questions les unes après les autres. Incidence du cancer du canal anal chez les HSH ? Mais c'est un médecin, ça. C'est possible. Qui dit HSH ? Homme ayant Oui, et incidence. Homme ayant des rapports sexuels avec les hommes. Incidence du cancer du canal anal. Ouais, donc là, c'est technique, mais en tout cas, elle est très rare. J'ai plus le chiffre en tête, je ne veux pas dire de bêtises, mais le seuil qui a été utilisé pour définir les groupes les plus à risque, dont on a parlé, là, infectés par le VIH, c'est au-dessus de... une unité il comprendra peut-être, au-dessus de 35 000 pour 100 000 personnes années. Et donc en gros, c'est équivalent, on a considéré équivalent aux cancers les plus fréquents, côlon, poumon, prostate, sein. Quand ça a dépassé à peu près ce seuil, il a été dit que c'était justifié de faire un dépistage. La pénétration aggrave-t-elle les choses ou c'est un mythe, aggraver les choses pour le HPV ? Du coup, non, pas tellement. C'est un peu un mythe. Alors, si, sûrement, il y a plus de HPV dans l'anus des gays, donc il devait y avoir un lien, mais on peut en avoir même sans pénétration. Place du vaccin HPV chez les sujets ayant déjà une vie sexuelle, a priori déjà contaminés par le virus. On a fait. Et il termine, j'espère que ça te donne quelques pistes de réflexion et merci pour cette initiative. Ça va être vachement intéressant. C'est moi qui vais te dire que j'ai trouvé que c'était très intéressant. Franchement, trop cool. Ouais. Tous ces épisodes, merci. T'avais une dernière bafouille sur le HPV ? Non, sur le HPV, non. Après, je repense qu'au tout début, tu voulais qu'on fasse la question que faire quand j'ai un rendez-vous dans longtemps chez le proctologue. On ne l'a pas traité dans aucun des épisodes. Eh bien, ça sera dans un épisode futur qu'on fera
en distanciel ou je sais pas comment. Écoute, nous avons bien travaillé. Il est 13h, nous allons manger. Parfait. Ça se termine. Tu as un déjeuner avec quelqu'un que tu aimes. Nous allons respecter ça. Non, franchement, merci pour ton temps. Au nom de toutes les personnes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, au nom de toutes les personnes qui ont une sexualité anale, je te remercie de faire de ton métier, tu vois, d'aller étudier, d'aller démystifier, et tu vois, d'en faire une priorité. C'est vachement important. Et soit j'ai fait une vidéo Instagram appelant des questions qui a été poussée par l'algorithme, et je crois que c'est un hasard, l'algorithme parfois choisit. La vidéo a fait 40 000 vues, donc j'ai eu beaucoup de questions. Mais je me demande, parce que je trouve que énormément de gens ont posé des questions, est-ce que c'est juste l'algorithme ou est-ce que c'est pas aussi un sujet tellement tabou, un peu où on n'est pas à l'aise, parce que bien sûr que quand tu habites dans une ville, que tu as à dispo 5 proctologues, que tu as des gens avec qui en parler, c'est une chose, mais moi je pense à tous les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas accès à un proctologue pour des raisons financières ou logistiques et tout. Génial ce qu'on vient de faire. Même ceux qui ont accès à un proctologue, de parler de la sexualité anale, ça reste hyper tabou. Hein. Grave. Oui, et moi je suis pas étonné du tout qu'il y ait beaucoup de questions et du contenu des questions, ça m'a semblé... Enfin, pas étonnant. Alors je te remercie. Merci beaucoup. Et je te dis à bientôt, j'espère. À bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.